À la une ce soir, la victoire d'Emmanuel Macron. À tout juste 39 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État qu'ait connu la Ve République. Analyse de cet événement politique et de ses suites avec Jacques Canval, rédacteur en chef d'ATV Guadeloupe. Et déception et incompréhension dans le camp de Marine Le Pen. Une poignée de militants s'était retrouvée à un point de ralliement à Saint-François. Désormais, leurs yeux sont fixés sur le devenir du Front National après la défaite. Et ce lundi 8 mai était aussi la journée de la fête de la victoire à Petit Canal. Une journée pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Et enfin, découverte dans ce journal du Centre équestre Les Écuries de la coulisse de Trois-Rivières. C'est dans le cadre du Joli Mois de l'Europe que cette jeune structure pensée et imaginée pour des personnes en situation de handicap nous a ouvert ses portes. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Simple secrétaire général adjoint auprès de François Hollande en 2012, Emmanuel Macron a été élu hier président de la République avec 66,1% des voix. En Guadeloupe, il a totalisé au total 75% des suffrages exprimés. Après l'annonce officielle de sa victoire, il s'est adressé directement à la nation. Un discours qui s'est voulu rassembleur. On écoute un extrait. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Cette tâche qui nous attend est immense et elle imposera de continuer à être audacieux. Oui, ce soir, nous avons gagné un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l'audace, et cette audace, nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter, parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Et dans le camp des partisans d'Emmanuel Macron, l'heure était à la joie de l'annonce des résultats, notamment au local de l'association Ecosabim, qui figure parmi ses premiers soutiens ultramarins. Il faut dire que sa visite en décembre dernier est restée gravée dans les mémoires. Reportage Karen Diama.
Je suis très contente, d'autant plus que Emmanuel Macron était à notre chantier de Noël au mois de décembre à Ecosabim. Lorsque je me présentais, je suis Hélène Guédu, je suis la secrétaire générale du mouvement Ecosabim. Donc c'est une joie pour moi parce que nous avons travaillé avec le président Olivier Servat. Donc aujourd'hui il est élu, et je suis très très fière. C'est tout à fait normal que nous soyons, en tout cas à titre personnel, que je sois heureuse que ce soit lui. Parce que je n'imagine pas une seconde que Marine Le Pen soit présidente de la République. Moi qui suis en association, qui me bats pour que ce soit association ailleurs. Mais là où nous sommes aujourd'hui, aînés et jeunes ensemble, son nom est clair. Nous intervenons sur le social, sur les personnes en difficulté, que ce soit les jeunes en difficulté, les personnes âgées qui sont oubliées. Non, on ne pouvait pas ne pas faire autrement et être fier de ce résultat. Surtout que c'est quand même la Guadeloupe a quand même contribué clairement à sa victoire. Ma réaction, elle est simple, ce n'était pas un combat difficile du tout, parce que, comme on dit, la cause humaine, les gens savent très bien que tout ce qui est racisme, tout ce qui est xénophobie ne passe pas au sein de la France et de l'Europe. Donc c'est tout à fait normal et logique que Macron soit élu président de la République française. Son jeune, nous allons essayer. Mais si en 50 euros, c'est tout. Ma première réaction, je vous dirais, je pense à nos Antillais en métropole, car la montée de la haine en France, ça aurait pu être très, très, très grave si on avait eu un autre président que M. Macron. Je suis très contente. On a un nouveau président, un jeune président rempli d'ambition. Donc je pense qu'il pourra impulser toute la France et faire de bonnes choses pour la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe l'a beaucoup soutenu, notamment notre président de région et notre présidente du département. Donc je pense que les jeunes pourront compter sur lui, les aînés, enfin toute la population et toute la France entière. Alors je lui souhaite beaucoup de courage parce que la tâche ne sera pas facile. Et cette élection n'a pas fait que des heureux, notamment dans le camp de Marine Le Pen. Les partisans ont été marqués par une profonde déception, comme on peut le constater Nathalie Dinane, Moïse Dexter et Patrick Curie, qui s'étaient rendus chez le vice-président du parti local Prévert Mayengo à Saint-François, où s'étaient rassemblés l'ensemble des militants. On regarde. 33 000 Guadeloupéens ont choisi Marine Le Pen. Elle fait plus de 25% dans 9 communes et 43,19% à la Désirade. Prévert Mayengo met en garde une partie de la population qui n'a pas saisi le message. Les gens n'ont pas fait attention, surtout la Guadeloupe, la Martinique n'ont pas fait attention à ça. Alors Emmanuel Macron, lui, il va entièrement supprimer ce qu'on appelle le contrat à durée indéterminée. Alors on pourra vous mettre dehors quand on veut et faire comme on veut, et qui voudra entrer quand il veut et sortir, que ce soit en France, en Outre-mer, et faire ce qu'il veut. Une poignée des militants du Front National en Guadeloupe, réunis chez un des leaders, a suivi avec attention ces résultats. Les résultats vont être annoncés. Bon, ça fait pas plaisir à tout le monde. L'un d'entre eux me disait tout à l'heure, on est même obligé de faire de la figuration. À 19h58, le stress monte, les visages se crispent. Ils s'y attendaient. Le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron. Il ne fallait pas se voiler la face, puisque il faut dire une chose, c'est que les médias ont beaucoup joué un rôle très important concernant Emmanuel Macron. Bon, on s'attendait. Emmanuel Macron, c'est le candidat du riche, c'est le candidat de la banque, c'est la banque Rothschild, tout le monde le sait. C'est pas quelque chose de très très bon pour la France ni pour l'outre-mer. Avec la suppression annoncée de fonctionnaires, Prévert Mayengo y voit également l'abrogation de la prime de vie chère dans les outre-mer. Le FN n'a pas l'intention de se démobiliser. C'est un combat qui continue. On ne peut pas dire qu'on a perdu la guerre, on a perdu qu'un combat. Apparemment, pour les élections législatives, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le parti frontiste sera présent dans les 4 circonscriptions aux législatives. Et malgré la défaite, le parti de Marine Le Pen, le Front National, a enregistré le meilleur total de voix obtenu par le parti depuis sa fondation, tous scrutins confondus. Une donnée qui interpelle en tout cas la classe politique locale. Nathalie Dinane, Moïse Dexter, Patrick Curie. Emmanuel Macron, président élu, est arrivé en tête dans les 32 communes de la Guadeloupe avec plus de 100 000 voix, dépassant les 80% à Vieux-Fort, Terre-de-Bas, Déhay et Bouillante. Ce qui réjouit le président du GUSR, soutien d'Emmanuel Macron. Une satisfaction néanmoins modeste face à la montée du Front National.
Et je profite pour remercier tous les électeurs qui se sont prononcés sur sa candidature. Mais une forme d'inquiétude, puisque le Front National a obtenu plus de 33 000 voix. Et je crois qu'il y a près de 20 000 bulletins blancs ou nuls. Cela nous interpelle en tant que responsables politiques. Il nous appartiendra d'analyser tout cela pour qu'à l'avenir, nous puissions prendre les dispositions, peut-être donner beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de visibilité à nos actions et faire en sorte que les Guadeloupéens puissent un peu renouer avec l'image des élus. Certains jeunes élus, comme Justine Bénin, qui a parrainé Emmanuel Macron, expliquent le vote du Front National comme un cri de désespoir. Du côté de Thierry Abelli, maire de Bouillante, où le président élu a fait plus de 80% des suffrages, la France et singulièrement l'outre-mer attendent beaucoup de ce gouvernement. Aujourd'hui, il y a un tel désarroi, un tel désespoir, une telle crise de confiance dans l'action politique ou dans tout ce qui concerne les politiques ou les mesures mises en place par nous élus, que les Guadeloupéens ont fait un vote sanction avec ce vote blanc, nul ou le vote de Marine Le Pen. Le taux d'abstention et puis surtout le score de Marine Le Pen démontre bien qu'il y a une volonté pour que les problèmes de la France, de la Guadeloupe, soient résolus. Et d'ailleurs, les gouvernements à mettre en place et le président de la République ont une énorme responsabilité parce qu'ils auront une obligation de résultat. Sinon, dans 5 ans, je crois que ce sera le Front National, quoi qu'on fasse, qui sera au pouvoir, puisque la population dira, voilà, j'ai essayé la droite, j'ai essayé la gauche, j'ai essayé celui qui était ni de la droite ni à gauche, mais maintenant essayons le Front National. L'abstention reste l'heureux vainqueur de cette présidentielle, avec un taux dépassant les 50%. La participation a perdu 13 points, même si la palme du civisme revient à Saint-François. C'est la fin d'un cycle, c'est une élection présidentielle où l'abstention continue de dominer. Et la différence de participation entre 2012 et 2017, elle est flagrante. 70% je crois à Saint-François, 53% cette fois-ci. Par conséquent, il y a vraiment une défiance qui demeure. Une défiance qui dépendra du respect des engagements du président de la République et de la capacité du gouvernement et des élus locaux à convaincre lors des législatives. Et pour aller plus loin concernant cette élection hors norme, Jacques Caval nous a rejoint sur ce plateau. Jacques, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour livrer en tout cas votre analyse. Jacques, près de 66,1% des suffrages au niveau national contre 33% pour Marine Le Pen. Il s'agit là d'une large victoire. Une large victoire pour une élection qui fut exceptionnelle à tout point de vue. On n'a pas parlé des vrais problèmes. Il n'y a jamais eu de véritable débat. Et donc là, un candidat sort, c'est celui qui s'est montré le plus convaincant, sans doute, avec un score, je dirais, phénoménal, 66% à 39 ans. Cela veut dire clairement que les électeurs ont voulu faire, à mon avis, 2 choses. La première chose, c'était de donner une légitimité à Macron pour pouvoir conduire la politique du pays, et ensuite barrer la route à Marine Le Pen, dont le programme, qui était devenu une sorte d'ancien communiste, mélange du communisme et du nationalisme, eh bien ça n'a pas fonctionné, surtout avec son annonce de sortir de l'euro, quand les gens ont commencé à comprendre les véritables conséquences qu'aurait pour eux une sortie de l'euro. Mais je crois que cette campagne a plongé, et le débat aussi le mercredi a été déterminant, comme on a vu largement que Marine Le Pen ne maîtrisait véritablement aucun dossier et qu'elle a été dominée dans tous les compartiments du jeu. Mais il y a une troisième conséquence que l'on peut utiliser, beaucoup plus politique, et là ça concerne la gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste qui est né à Épinay en 1971, le Parti communiste de Mitterrand, enfin, qui a été au pouvoir en 81, qui s'est poursuivi avec même Hollande. Ce parti-là se retrouve à 6,36% dans une élection, après une élection présidentielle. C'est-à-dire clairement, le Parti socialiste, dans sa formulation ancienne, est probablement mort dimanche soir. Mais a émergé une nouvelle force. Et c'est là que politiquement cela complique les choses, avec près de 20% de suffrages. C'est cette force conduite par Mélenchon et qui s'est positionnée clairement pour une majorité législative pour pouvoir conduire une autre politique que Macron. Donc Macron est élu, il ne sait pas s'il aura une majorité, il ne sait pas s'il peut appliquer sa politique. Maintenant, je dirais
les questions se posent. Marine Le Pen, en tout cas, se positionne comme étant la force d'opposition en France. Elle a annoncé la mue de son parti. Elle envisage de changer même le nom du Front National. Comment on peut interpréter cette évolution? Alors Marine Le Pen, paradoxalement, elle a réalisé un bon score. C'est vrai, elle a été présente au second tour. C'est la deuxième fois que le Front National est présent à un second tour d'élection présidentielle, en 2002, il faut le rappeler. Là, elle a eu sa participation. Elle est allée jusqu'au bout de son projet en tentant de dédiaboliser son parti. Le parti est arrivé au second tour, mais avec une défaite. Donc on a presque l'impression que voter Front National, c'est ce qui va apparaître maintenant, c'est voter pour la défaite. Parce que le Front National n'a pas d'alliés. Changer de nom. Changer de nom, changer de politique, changer de truc. Le Front National n'a pas d'alliés. Le seul allié qu'a pu trouver le Front National, c'est Dupont-Aignan, qui doit faire 4,36% au premier tour de l'élection. Donc avant de changer, il y aura un débat au Front National, mais ce sera un débat entre la ligne incarnée par Florent Philippot, qui est une ligne plutôt de gauche, genre vers Mélenchon, et la ligne incarnée par Marion Maréchal Le Pen, qui on va dire qui est un petit peu plus à droite que sa tante. Jacques, vous l'avez tout à l'heure évoqué, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Emmanuel Macron parviendra à obtenir une majorité aux élections législatives afin de gouverner? Le système est ainsi fait. La Constitution attribue un rôle au président, mais la Constitution attribue aussi au gouvernement le soin de conduire la politique du pays. Donc ça veut dire pour gouverner la France, il faut une majorité à l'Assemblée nationale qui puisse voter les textes, faire les réformes, etc. Même si M. Macron veut procéder par ordonnance, il lui faut une habilitation de l'Assemblée. Donc, résultat, c'est que nous sommes dans une situation où est-ce que les Français ne vont pas corriger le tir en disant mais on a donné à un jeune homme de 39 ans notre sort en main pour les 5 ans à venir, mais peut-être aura-t-il besoin d'un peu d'équilibre. Je sais que le Sénat est déjà à droite et la droite se présente dans ces conditions véritablement à devoir livrer bataille, car il n'y a pas eu de campagne, je dirais, sur les idées, il n'y a pas véritablement eu de campagne sur les idées. On a parlé quasiment des affaires Fillon dans un premier temps, des affaires Le Pen. Donc on n'a pas pu avoir un débat projet contre projet. Mais c'est dans le cadre de ces législatives qu'aura lieu un débat projet contre projet. Donc on va bien voir ce qui va en sortir. Jacques, alors déjà plusieurs candidats du Parti Les Républicains ont déjà posé leur candidature pour rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. C'est le cas de Bruno Le Maire. On le sait, hein, François Baroin a menacé d'exclusion tous ceux qui rejoindront vous avez Emmanuel dit beaucoup et vous avez cité qu'un seul candidat. C'est pour Bruno Le Maire, c'est assez significatif. Les clivages traditionnels pourront-ils justement résister à cette tentation de la recomposition politique ? Oui, parce que Emmanuel Macron n'a pas encore véritablement déposé, je dirais, son projet sur la table. Peut-être que si les gens se donnent compte demain qu'il dit « j'irai plus loin que la loi El Khomri ». Et par ordonnance. Donc ça va beaucoup plus vite, on n'utilise même pas le 49.3. Donc suppression de 150 000 fonctionnaires. Bon, les gens ne savent pas véritablement encore ce que va faire Emmanuel Macron, quelles seront ses premières mesures. Donc vous allez avoir 577 candidats d'En Marche qui vont être lâchés dans la France, qui ne sont pas connus, pas implantés dans leur circonscription. Est-ce que le nom d'Emmanuel Macron va suffire à faire élire ces personnes? Rien n'est moins sûr, car il va se retrouver en face de candidats qui vont lutter pour garder leur poste de député, voire même pour être élus. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que c'est une élection où les trois premiers peuvent... il faut 12,5% pour se qualifier pour le second tour. Alors, qui va se désister en faveur de qui? Le Parti socialiste va se désister en faveur de qui? Les partisans de Mélenchon vont se désister en faveur de qui? Ça va être vraiment peut-être la partie la plus passionnante de cette période électorale, à savoir si Macron peut avoir une majorité. S'il n'a pas de majorité, il y aura une cohabitation. Chez nous, en tout cas, certaines rumeurs laissent entendre qu'Arichalius pourra obtenir un poste de ministre. Est-ce que ce serait un choix judicieux pour le président de la région Guadeloupe d'accepter une telle proposition? Je n'ai pas entendu ces rumeurs. Donc je ne peux pas me prononcer sur ces bruits qui, paraît-il, courent. Si cela était vrai. Si cela était vrai, on pourrait lui reprocher en tout cas d'avoir été choisi pour une mission importante, qui est la région Guadeloupe, avoir été élu président il n'y a pas très longtemps, et de quitter. Et c'est un peu, je ne sais pas si ce type d'attitude ne se paye pas cher politiquement. Parce que Victorien Lurel a suivi un peu la même trajectoire, Mme Michaud-Chevry, mais Arichalius, je pense qu'il a promis
aux Guadeloupéens d'être à leur côté. C'est à lui de décider en tout cas si la proposition lui est faite, mais faut-il aussi qu'il se rappelle qu'il vient d'être élu président de la région. Donc finalement un choix qui ne serait pas judicieux. Quelles conséquences aura cette élection? Quelles conséquences? Ça sous-entendait un petit peu quand même, Jacques. C'est à lui de réfléchir et de savoir s'il doit... Et vous l'avez fortement suggéré en tout cas, qu'il reste à la région de Guadeloupe. Peut-être que les Guadeloupéens préféreraient aussi, puisqu'ils l'ont élu assez largement, préféreraient aussi qu'il demeurera à sa place. Quelles conséquences de cette élection sur l'échiquier politique guadeloupéen au niveau de la politique locale? Sur le plan politique local, on cherche beaucoup de grands noms pour dire les choses, mais il y a un terme créole qui rend cela très bien, c'est le dirigonflisme. C'est-à-dire que les gens vont là où le riz gonfle, en général, là où il y a à manger. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont courir après En Marche, c'est En Marche, mais il y a des gens qui vont courir, ils sont carrément en course pour avoir l'investiture Macron. Parce que ce qui est regrettable dans la politique, c'est que les gens n'ont pas de véritable projet, n'ont pas de véritable idée, ils n'ont pas de véritable projet. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est qu'un député. Quand on entend les premières déclarations, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un député. Merci Jacques Cambin. Nous y reviendrons bientôt sur ATV Guadeloupe. Nous clôturons les élections législatives. Mardi prochain, nous aurons notre premier débat sur les élections législatives et nous consacrerons un débat à chaque circonscription. Alors ce lundi 8 mai célébrait la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe en 1945. À Petit Canal, l'événement a été célébré tôt ce matin sur l'esplanade de la mairie. Patrick Curie, Gérald Moïse Dexter s'y sont rendus et on regarde le reportage avec les commentaires de Nathalie Dina. Avec plaisir. Un peu partout en Guadeloupe, on s'est souvenu des soldats morts pour la France et de la capitulation allemande. Pour cet ancien combattant engagé sous les drapeaux dans les années 50, envoyé d'abord en Algérie, être là, c'est un devoir. C'est un honneur pour ceux qui sont encore vivants. Il y a des faits très désastreux. Il y a des faits très horribles. Mais ce ne sont pas des choses qu'on raconte. Les bons souvenirs, c'est d'avoir des amis que je n'oublie jamais. Le maire de la commune, Blaise Mornal, a opté pour une cérémonie pas comme les autres, inscrite dans la transmission pour rendre hommage aux aînés morts au combat. Un village pour informer les jeunes intéressés par les métiers de défense ou encore de secours. Nous avons profité pour tenir des stands d'information au niveau de la jeunesse, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a les jeunes sapeurs-pompiers, il y a la possibilité de faire partie de la réserve, et on peut être aussi au sein de la gendarmerie. Et donc, tous ces éléments sont utiles à être portés, je dirais, à l'attention de la population. C'est le cas d'Océane, 15 ans, l'adolescente altruiste, en 2e année au sein des jeunes sapeurs-pompiers, et heureuse d'être là. Ça me remplit de fierté en quelque sorte, puisque on vient en quelque sorte remercier ceux qui sont morts pour nous, pour notre liberté. Donc voilà, je suis fière d'être ici. Alors pour être jeune sapeur-pompier, on passe déjà 2 tests, donc un test sportif, puis un test oral et écrit. Donc mathématiques et français. Il faut avoir entre 12 et 14 ans pour commencer la première année de jeune sapeur-pompier. Une cérémonie, comme chaque année, empreinte de beaucoup d'émotions. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Découverte du centre équestre Les Écuries de la Coulisse de Trois-Rivières. Un centre adapté à tous les publics. Et puis, suite de notre série consacrée au savoir-faire culinaire des pays de l'Union européenne. Créé il y a à peine 2 ans, le centre équestre Les Écuries de la Coulisse de Trois-Rivières propose désormais l'activité équestre à un large public, équipé, adapté aux personnes en situation de handicap grâce aux fonds européens. On regarde le reportage de Karen Diama. Dans ce centre équestre, 21 chevaux et 9 poneys cohabitent dans les meilleures conditions. La plupart viennent des abattoirs, on les a sauvés de l'abattoir parce que c'était un peu triste. Et aussi, il y a plusieurs chevaux qui venaient d'un pré abandonné qui était à des haies. Et en fait, si on ne les avait pas pris, ils seraient morts et ça aurait été encore plus triste. En fait, leur propriétaire n'investissait aucun argent pour eux et ils faisaient des balades gratuites. Et il y avait beaucoup de chevaux morts dans le pré, donc c'était pas un endroit de vie très hygiénique. C'est bien parce qu'on a réussi à aller travailler, à s'occuper d'eux et on a tissé quelque chose avec eux. Une idéologie que semblent apprécier tous les jeunes cavaliers.
C'est très bien parce qu'on a surtout des chevaux récupérés par exemple de l'abattoir. Du coup on peut les sauver et on peut leur offrir une autre vie. Ce que j'aime, c'est l'esprit qu'il y a dans ce centre équestre où on fait surtout passer les chevaux avant nous. Parallèlement, le centre propose une accessibilité particulière à cette discipline sportive. On a monté une association qui s'appelle La Coulisse Équitation pour tous, qui s'occupe et gère tout l'accueil de personnes à mobilité réduite pour la pratique de l'équitation. Donc, de notre spécificité, on a acheté du matériel nécessaire pour cela, des selles biplaces, des selles adaptées, un équilève. Donc en fait, c'est un ascenseur qui vient placer le cavalier à hauteur du cheval pour faciliter la mise à cheval. Après 5 ans de travaux, l'écurie a ouvert ses portes il y a déjà 2 ans et compte aujourd'hui 100 adhérents. Ça fait 1 an que je suis à la coulisse et le site est vraiment magnifique. On a une carrière qui est très grande, c'est un grand avantage. Après, on fait beaucoup de progrès avec les moniteurs qu'on a. Pour l'instant, je monte une fois par semaine et on fait une fois sur deux du saut, du dressage et des fois on fait du horseball, du pony game. On espère bien atteindre pour l'année prochaine les 150 licenciés et pouvoir organiser d'aussi belles manifestations qu'on a ce week-end. Du mardi au dimanche, l'écurie La Coulisse accueille tout type de public en leur proposant des balades adaptées. Et chose promise, chose due, je vous avais annoncé la semaine dernière la poursuite de notre série consacrée aux spécialités culinaires des pays européens. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, ce soir, place aux spécialités italiennes avec Linda Cagliarsi. Bonjour à tous, bienvenue dans les cuisines du phare. Donc pour le joli mois de l'Europe, on va cuisiner l'Italie avec des pâtes fraîches, des olives, de l'ail, un peu d'aubergine, les pâtes avec aubergine, ail, des olives noires et des anchois au sel. Donc on a fait des pâtes maison avec pour 250 g de farine, un jaune d'œuf, 50 g d'eau, du sel. Là on a mis poivre, piment d'Espelette, on peut mettre des herbes, on peut assaisonner à tout ce qu'on veut. Donc pour faire les pâtes, il faut juste une petite machine qu'on trouve un petit peu partout. Il faut le faire sécher pour après pouvoir les faire cuire juste comme des pâtes fraîches normales. Après des olives noires. On fait une petite rondelle pour que ce soit joli dans l'assiette. Des anchois au sel. Pareil, qu'on taille finement pour pas avoir les petites arêtes sinon dans la bouche. Voilà. Et les aubergines qu'on a déjà en petits cubes qu'on a déjà de cuite. Après, sur le feu. Et on rajoute les pâtes qu'on a fait cuire tout à l'heure. Faut bien mélanger. On peut même ajouter du parmesan. Et voilà, on a les pâtes fraîches d'Italie, anchois, olives noires et d'ail. Voilà la Bulgarie et l'Italie. Bon appétit et joli mois de l'Europe. Et bon appétit si vous êtes à table. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang
vous donne rendez-vous demain au parking du Super U Saint-Jules de Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes et d'y planter pour Questions directes.